Bon, on va commencer, chose sérieuse. Je vais vérifier que la technologie fonctionne. Oui, génial. Bonsoir à tous, merci d'être venus là, il y a plein de monde, c'est cool, ça fait plaisir. Qui fait du CSS dans la salle Bon, ok, plein de monde, donc ça c'est bien. Donc nous on a voulu en fait expliquer un peu une technique, j'ai l'écran là, pour en faire le moins possible, parce que moins on en fait, moins on a besoin de le maintenir principalement. Et le CSS, même chez les gens qui adorent ça, ça n'a pas une réputation d'être le langage le plus simple à maintenir, pour des tas de raisons. C'est par exemple un langage de design visuel qui permet de faire ça. Sans, voilà, on a une boîte, on écrit dedans, ça dépasse. Voilà. Ou qui est aussi connu pour ses effets de bord. Alors forcément le GIF est pas comme il faut, mais voilà, ça, moi c'est un peu l'impression que j'ai quand je fais du CSS. Fallait un GIF, il n'y en a qu'un, promis. Donc en gros, on a voulu expliquer un peu la démarche, donc pourquoi on en est arrivé là, parce que ça fait longtemps qu'on fait du front dans notre boîte à Imagile, et on n'est pas arrivé là par hasard, donc on va vous passer vite fait un peu sur l'historique de toutes les techniques qu'on a pu tester et prouver en CSS et qui nous ont amené là où on est aujourd'hui et où on sera peut-être pas dans quelques années parce que ça évolue vite, mais pour l'instant on en est là. Voir ensuite les avantages de l'utility first CSS. Pourquoi on a choisi un outil précis pour en faire, parce qu'il y en a plein comme d'habitude, mais il y en a un qu'on a bien aimé, on vous expliquera pourquoi celui-là. Et puis un petit retour d'expérience sur ce que ça nous a apporté depuis qu'on a mis ça en place. Voilà. Donc je vais laisser Pierre-Emmanuel parler un petit peu de l'historique, et puis après on enchaînera sur la suite. Ça marche quoi? Ah. Alors donc nous on a commencé, enfin moi j'ai commencé en 2001 à faire du CSS, donc c'était un peu la folie, on pouvait écrire des tas de trucs et ça faisait des trucs jolis, donc c'était bien. Donc on n'utilisait pas de feuilles externes au début, on faisait ça dans le style inline, dans les balises HTML en direct. Donc évidemment ça fait beaucoup de copier-coller. On n'a aucune contrainte de design, c'est-à-dire qu'on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. C'était dur de mettre en place un style guide avec tout en inline comme ça. Évidemment, il y a tout le code CSS directement dans le HTML, donc c'était très compliqué à maintenir et à se rendre compte de qui faisait quoi. Et surtout, on n'avait pas toutes les fonctionnalités du CSS, c'est-à-dire il n'y avait pas de hover sur les liens, il n'y avait pas de pseudo-éléments, puisqu'on ne peut pas les contrôler avec l'inline, il n'y avait pas de media query. Bon, même si ça n'existait pas ou que ce n'était pas encore l'époque du responsive, mais on ne pouvait pas accéder à tout ça. Voilà. Ensuite, ouais, pardon. Hop, voilà. Ensuite, on est passé au CSS basique. Donc, voilà, on commence à mettre des classes sans trop se soucier de conventions de nommage, etc. On se dit qu'on fait du CSS, donc du cascading style sheet, donc on utilise les cascades pour styler les éléments qui sont enfants d'un autre. Mais on se retrouve avec de la difficulté à surcharger enfin, on devient obligé de surcharger certaines classes et à bien respecter les enchaînements des enfants pour pas qu'il y ait d'effet de bord sur les enfants d'autres classes qui pourraient être impactées. Donc voilà, c'était aussi compliqué à gérer. Ensuite, Mathieu, s'il te plaît. On arrive au CSS sémantique, entre guillemets. Alors le sémantique, dans le CSS, est apparu en même temps que le HTML sémantique. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux tags qui sont apparus dans la convention du W3C. Donc on pouvait utiliser des tags comme UL, LI, etc., des choses qui avaient un peu plus de sens. Et ça avait une réelle utilité dans le HTML parce que ce soit les moteurs de recherche ou les analyseurs d'écran pour les screen readers, pour les gens qui avaient du mal à lire un écran, ils pouvaient se servir du sens des tags pour les interpréter d'une certaine façon.
Et on s'est dit, ce serait bien qu'on mette le CSS à niveau, c'est-à-dire qu'on mette une convention en place pour utiliser aussi des classes qui aient un sens dans le HTML. Donc on a vu fleurir, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le site CSS Zen Garden, qui, avec fierté, nous montrait qu'en fait on avait un seul template HTML, un sélecteur de thèmes, et on pouvait switcher d'un thème à l'autre. Le template HTML ne bougeait pas, et par contre le CSS avait le contrôle entier sur l'apparence des pages. Alors donc c'était une belle démonstration, mais dans la pratique, en production, ça n'avait pas grand intérêt d'être aussi rigide, quoi. Oui. Alors, donc on en est arrivé à avoir à s'arracher les cheveux pour trouver des vraies significations à nos classes CSS quand on les appliquait à tel ou tel élément. Et évidemment, quand on avait des éléments qui avaient à peu près la même apparence graphique, on se forçait quand même à trouver d'autres noms qui soient plus sémantiques, alors qu'elles avaient le même rendu, quoi. Donc on se retrouvait évidemment à dupliquer des tas de codes, puisque c'était la même apparence, mais comme on avait fait des classes différentes, on recopiait des styles de partout. Et surtout, on s'est forcé à ça alors qu'il n'y avait aucune raison, puisque la sémantique du CSS n'avait aucun impact, pas du tout comme la sémantique du HTML, ni sur les moteurs de recherche, ni sur les lecteurs d'écran. Donc on se retrouvait à dupliquer des tas de codes. Bon, vous avez tous sûrement fait ça. Ensuite, les préprocesseurs sont arrivés. Donc on a eu SAS, Less, on a eu Stylus, qui nous permettaient d'utiliser des patterns de code dans du CSS. Enfin, pour créer une feuille de style finale qui allait être calculée à partir d'un code source. Donc ça nous a permis d'utiliser la factorisation de code, donc avec le extend dans le SAS. Mais tous les outils n'avaient pas la même capacité de reprendre le code et de vraiment le factoriser. Donc il y en avait certains qui ne faisaient que recopier les classes qu'on avait étendues ou qu'on avait inclus. Et en fonction de la grammaire qu'on utilisait, c'était pas toujours bénéfique pour la taille du CSS final qui était devenu gigantesque. Ensuite, c'était la belle époque des frameworks. Vous avez eu Bootstrap, Foundation et autres qui sont apparus et qui, là, nous donnaient des composants préfabriqués. Donc c'était très pratique. Le souci qu'on avait, c'était qu'ils avaient, et c'était vendu comme ça, c'était une feature, hein, c'était pas un défaut de leur part, ils avaient déjà un parti pris graphique qui était relativement prononcé. C'est-à-dire qu'un site en Bootstrap, vous le voyez tout de suite. Donc c'était compliqué de personnaliser tout ça de manière assez profonde. Il fallait surcharger des tas de trucs, donc utiliser du important ou des techniques un peu pour forcer un peu l'utilisation de ce framework à un design prévu par un graphiste qui avait rien à voir avec un style Bootstrap. Et donc se poser la question de customiser le framework à nos besoins. Donc ça, c'était aussi un peu compliqué. Alors je dois dire à leur décharge que dans les dernières versions, notamment Bootstrap que je connais pour la version 4, ils ont quand même beaucoup amélioré la personnalisation du style de base. Donc il y a toujours un style de base, mais ils ont quand même extrêmement bien extrait toutes les variables de style dans un fichier facile à configurer, très bien documenté. Donc c'est un peu nuancé dans les dernières versions. Et ensuite, on a eu des tas de... Alors, ce n'est pas des outils, c'est plutôt des normes ou des manières de faire, de nommer, pour faire du CSS orienté composant. Donc, on a eu diverses méthodes de nommage. L'idée, c'était de faciliter la maintenance du CSS, qui était compliqué avec toutes les méthodes d'avant, et de limiter les effets de bord. Tout ça, c'est des choses qui, je pense, existent encore, sont encore utilisées, sont encore tout à fait valables. C'est pas pour dire maintenant c'est fini, faut plus s'en servir, c'est dépassé. Si vous en servez encore, vous êtes un gros naze du CSS. C'est pas du tout ça
le propos, c'est juste qu'on est, voilà, nous dans l'historique vraiment réel de ce qu'on a fait depuis avant 2000, ça commence à faire un peu trop vieux. On a vu tous ces trucs-là dans cet ordre-là et jusqu'à il y a très peu, on utilisait encore et on utilise même quelque part encore un petit peu des choses comme le BEM, ITCSS. Bon, on va pas s'étendre sur les particularités de chacun parce que ça faudrait plus d'une conf et c'est pas forcément super intéressant. Mais avec ces noms-là, si ça vous intéresse sur Internet, vous retrouvez des choses sans problème. L'idée, c'était d'avoir, de prendre les mêmes patterns de code et de rangement du code qu'on avait dans certains langages de programmation et de les appliquer au CSS. Donc, c'est-à-dire découper ces fichiers par composants, pouvoir les inclure dans un ordre, faire un script de build qui prenait tous ces petits fichiers séparés pour en faire un seul final, optimisé, compressé, etc. Voilà, c'était ça leur objet. Et ensuite, donc ça c'est un exemple d'utilisation de CSS orienté composant, c'est-à-dire que là on a un composant card dans lequel on a des sous-éléments. Et là par exemple c'est du BEM, et une des contraintes du BEM, donc dans la convention BEM, c'était de ne pas faire plus de 2 niveaux d'imbrication dans les composants. Donc c'est pareil, on se mettait des contraintes en essayant de trouver une manière de nommer des éléments qui avaient plusieurs niveaux, parce que c'était un élément relativement complexe, en essayant quand même de trouver des noms différents pour pas qu'ils aient l'air trop liés, en fait, pour que ça paraisse vraiment de plus en plus atomique. Donc voilà, c'était assez compliqué. Et du coup, on se retrouve avec un code très difficile à maintenir, pour un novice, difficile à rentrer dedans, difficile à partager en équipe. Et donc, on a peur des effets de bord. Alors déjà parce que le CSS, c'est difficile à tester. Hein, ça, vous le savez. Et si on a un truc à modifier et qu'on n'est pas forcément dans le projet, parce que soit ça fait longtemps, soit on ne le connaît pas, etc., on a peur de modifier. Donc on va préférer créer de nouvelles classes en s'arrachant les cheveux pour trouver des noms qui soient différents de ceux qui ont été utilisés jusqu'à maintenant, plutôt que d'aller modifier l'existant en se disant « Ok, on m'a demandé de changer le composant card qui est utilisé dans les livres. Si je le modifie ici, peut-être que ça va toucher les composants card qui ont été utilisés dans une autre partie du site que je ne connais pas bien, etc. » Donc voilà, on se retrouve avec un CSS chimérique qui ne faisait que grossir avec des problèmes d'incohérence visuelle. Et voilà, donc c'était très dur à maintenir. Et donc tout ça, petit à petit, voilà, ça. En fait, on s'est rendu compte dans la slide d'avant, deux fois avant, on utilisait nous Inuit CSS, qui est fort peu connu probablement, mais qui était très pratique, enfin qui est toujours pratique. Je sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Voilà. Donc qui est basé principalement sur le fait de... c'est pareil, c'est un peu un petit framework qui fournit plein d'utilitaires et quelques petits objets pratiques pour faire des grilles, des objets médias avec une photo, un texte, voilà, ce genre de choses. Et il est fait en SAS, donc on peut le configurer avec des espacements, des couleurs, donc... On retrouvait déjà cette notion de classe utilitaire qu'on allait pouvoir appliquer directement dans le HTML. Et en fait, on s'est rendu compte à l'usage qu'on se servait quasiment plus que des classes utilitaires. C'est-à-dire qu'au début, on faisait beaucoup de composants, comme sur la carte. On avait un dossier composant qui était rempli, chaque bloc visuel quasiment avait son composant. Et on s'est rendu compte au fil du temps que les composants, il n'y en avait presque plus. On se servait quasiment que des utilitaires. Pourquoi ? Parce que c'était beaucoup plus pratique pour itérer sur le design, sur ce qu'il fallait faire. Et donc du coup, on a regardé un peu ce qui existait et on s'est demandé déjà pourquoi changer, parce que changer, ça veut dire se taper la dette technique de migrer les projets, former les gens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont avec le changement. On sait bien que c'est pas simple. Et donc il fallait qu'on ait une sorte d'élément déclencheur pour se dire on y va, on change. Et ce qui nous a motivé sur un outil, là dont on parlait tout à l'heure, c'est la documentation principalement. Et pour ceux qui faisaient beaucoup d'intégration, c'est que le support Flexbox d'Inuit est assez pauvre. Il y a un plugin, mais qui fait pas grand chose, et apparemment, c'était pas terrible. Bon, donc moi, c'est pas spécialement ma partie, donc je les crois, hein, s'ils me disent ça. Et donc du coup, on a cherché autre chose. Alors, on
parlera de l'outil en détail plus tard, mais pour l'instant, l'outil, en fait, on se retrouve avec du code qui ressemble à des choses comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a chez Tonsiris les cheveux, pour ceux qui en ont encore? Moi, ça me... Ou est-ce que ça choque pas du tout et du coup on prêche des convaincus? Il y en a qu'un, ça va. Bon. Donc on prêche des convaincus, ça va être plus simple. Donc voilà, là l'idée c'est de... En gros, d'écrire le moins de CSS possible, d'utiliser un framework qui nous donne des tonnes d'utilitaires qu'on installe, et après on ne touche que au HTML la plupart du temps pour aller composer ces templates et son design avec des utilitaires. Et donc on n'est pas obligé de faire du CSS, donc d'en écrire et donc de le maintenir. Alors, on voit plusieurs avantages à ça, nous on en a vu pas mal. Déjà, on connaît le résultat en lisant le HTML. Alors déjà, c'est assez pratique parce qu'on regarde un template et avec un peu d'habitude, on sait ce que ça donne. Comparé à tout à l'heure, on voyait par exemple écrit card machin ou author card, author name, mais bon, c'est bien, mais ça ressemble à quoi ce truc? Là, c'est écrit dessus. Et moi, ça m'a fait penser à ce qu'on peut retrouver en programmation fonctionnelle, ou prog tout court d'ailleurs, de se dire chaque petite utilitaire, c'est une fonction qui fait un truc. Et si je les compose en sortie, j'ai un résultat. Il est prédictible. Si c'est dans le même ordre dans le HTML, ça donnera la même chose en sortie. Et du coup, c'est assez simple d'enquiller les choses qu'on veut et on sait tout de suite ce que ça donne. Autre gros avantage, c'est que le fait de se baser sur un framework qui propose des tas de choses déjà prévues, c'est qu'on se retrouve avec une base de travail commune. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que chacun a ses petites habitudes dans le code. Il y en a qui vont écrire des choses un peu comme ci, les nommer comme ça. On est un peu territorial avec son code, on n'aime pas trop que les autres fassent pas pareil, en restant poli. Et là, l'avantage, c'est que pour une équipe, on se met tous d'accord sur une sorte de standard et ça facilite en fait, ça élimine tout un panel de bon, je veux dire discussion pour pas dire engueulade, mais voilà, ça permet de se donner une base commune. De facto, on a une doc, parce que si l'outil est bien fait, on a l'ensemble de ce qu'il propose, donc on n'a pas à écrire la doc. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui adore écrire de la doc, c'est un peu complexe. Donc là, c'est déjà fait. On peut le réutiliser, parce que quand on le connaît, on l'installe sur un autre projet, on retrouve ses petits, on avance plus vite. Et un truc qui est sympa aussi, je trouve, ça permet ce que j'appelais masquage de la complexité, c'est que il y a certaines choses, notamment quand on commence à s'attaquer au positionnement, des histoires de Z-index. Alors moi, très honnêtement, CSS, j'en ai pas réellement fait depuis longtemps, donc il y a des tas de choses, je saurais pas les faire, tout bêtement. Si on me demandait aujourd'hui, je mettrais très longtemps à retrouver une bonne technique, être sûr que c'est bien. Là, j'ai un utilitaire Flexbox ou MediaObject ou Clearfix ou je sais pas quoi, qui va m'intégrer la manière de gérer le Clearfix sur IE72, je sais pas quoi, sauf dans telle version parce que c'est pas pareil. Là, c'est fait, je sais que ça résout mon problème de float et on n'en parle plus, quoi. Donc ça, c'est extrêmement pratique. En fait, ça me faisait penser un peu à des Lego dans le sens où on peut construire des choses assez sympas du moment qu'on a le plan et qu'on a les pièces. On sait pas faire les pièces, mais c'est pas grave. On dit voilà les pièces, voilà comment faut les mettre et donc avec ce qui correspond un peu à un style guide en gros. Si on a un style guide avec la liste des éléments et des exemples de pages, bah, quelqu'un qui sait pas faire du CSS a pas besoin d'en écrire pour monter une page qui sera pas nul. Voilà, c'est quand même pas mal ça. Ça permet donc à des intégrateurs, des designers d'aller concevoir un design et de le construire avec alors c'est finalement quand il y a besoin d'intervenir sur du CSS, c'est eux qui vont le faire. Bon, c'est eux qui connaissent bien, mais il n'y a pas tout à faire, ils intègrent ce qui est nécessaire au projet. Et des développeurs qui sont même pas forcément intégrateurs peuvent participer, monter des templates, avancer le projet sans nécessairement attendre que quelqu'un soit dispo pour aller brancher leur code back-end ou autre. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, évidemment, bon, visiblement, vous êtes plutôt convaincus, donc ça c'est bien, mais on trouve quand même pas mal de reproches en ligne que j'ai pu lire. Alors le premier, c'est moche ton truc, on dirait des styles inline, autant s'en servir. Alors oui, mais en même temps, comme Pierre-Emmanuel disait tout à l'heure, les styles inline, ils gèrent pas le hover, le focus, les media query, enfin voilà, je vais pas lire tout ce qui est écrit, mais il y a quand même, c'est pas des styles inline, clairement, c'est pas sur le même plan. On
nous dit qu'il faut conserver une séparation des responsabilités, dans le sens où le HTML peut-être, j'imagine, ne devrait pas s'occuper du look et le CSS ne devrait pas s'occuper de la structure. Sauf qu'en fait, alors j'ai mis des liens qui sont intéressants. Le premier, Adam Wazen, c'est le gars qui a écrit Tailwind dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait un article pour expliquer un peu sa démarche. Parce que c'est pareil, au début, quand il a commencé, il a pris des trucs un peu assassins dans la tronche. Et il expliquait l'histoire il y a forcément une dépendance, c'est-à-dire qu'il faut forcément toucher à quelque chose. Soit on touche au HTML, soit on touche au CSS, soit on touche aux deux. Après, on peut voir lequel est le plus simple à toucher, où on touche ouais, voilà, les deux, je disais. Et que c'est en fait beaucoup plus simple d'aller modifier un template que d'aller modifier du CSS. Et le cas où on fait un redesign entier d'une appli sans jamais toucher au template, on touche que au CSS, peut-être ça existe, moi j'ai jamais vu ça. À chaque fois qu'on a besoin de toucher au design, on a besoin de toucher au template. Donc si le CSS est couplé au template, bah faut toucher aux deux, c'est pas pratique. Et une autre personne, Nicolas Gallagher, alors lui je crois qu'il a dû bosser chez Twitter, si je dis pas de bêtises, je sais plus, enfin faudra vérifier. Où, voilà, il expliquait que pour lui, monter des Legos c'est accessible à tout le monde, être un expert du CSS c'est beaucoup plus compliqué. Donc autant faire en sorte que les gens touchent à la partie qui est la plus simple à toucher, le HTML. Alors une autre critique, le HTML est surchargé de classes. Oui, apparemment il y a des gens que ça gêne, bon, peut-être. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que quand... typiquement quelque chose qu'on va retrouver pour des boutons, s'ils sont toujours... on va pas avoir 50 styles de boutons sur un même projet, et pour faire un bouton avec des classes utilitaires, il faut pas mal de classes. Il y a une pour la couleur, dire que c'est un bouton, peut-être sa bordure, son texte, voilà, donc on se retrouve avec un truc très grand. Dans ces cas-là, souvent les outils de Utility First permettent d'extraire des classes et de réutiliser la technique des composants. Là, on crée sa propre classe et on l'applique. Bon, je prends l'exemple des boutons parce que c'est le plus flagrant. Et il faut faire attention au fait d'optimiser prématurément. Ça, c'est un truc qu'on aime bien en tant que développeur. C'est de penser qu'on a pensé à tout. Ce qui est à peu près toujours faux. Et même si on a pensé à tout, il y a forcément quelqu'un qui demande des choses, qui a pensé à autre chose. Donc du coup, d'optimiser et d'abstraire prématurément, c'est assez dangereux. Et il y a pareil, un article de Sandy Metzgerel, qui est une développeuse Ruby, donc ça n'a strictement rien à voir, mais qui explique selon elle toute une argumentation sur comme quoi le fait de copier-coller, le truc d'habitude on dit surtout, faut jamais copier-coller, bah, en fait, et surtout en front où ça change quand même assez régulièrement, c'est bien d'avoir copié-collé plusieurs fois avant de se poser la question d'extraire. Parce que sinon on va créer tout un truc qui est parfait, qui est fait pour être utilisé tel quel, et puis le jour où il y a un gars qui arrive et qui dit ah ouais mais celui-là je veux qu'il soit pas pareil, bah faut tout redétricoter. Donc faut faire attention à ce petit travers qu'on peut facilement avoir. Alors autre chose, c'est impossible à maintenir. Alors ça je l'ai vu parce que probablement c'était dans l'idée de se dire si je mets en gros si j'ai recopié des tas de classes à un endroit, si je veux faire pareil ailleurs, il faut que je les recopie, et voilà, si j'ai 25 endroits où j'ai des cartes sur mon site, bah du coup il faut que je touche aux 25 templates. Alors déjà on peut, comme je disais tout à l'heure, extraire toujours si un composant s'il y a besoin, et puis en plus avec une approche un peu plus CSS, c'est-à-dire que dans une carte on mettrait plus de code sur le style des cartes. Le jour où quelqu'un arrive en nous disant ouais mais celle-là il faut qu'elle ait pas de bordure, celle-là faut qu'elle ait une ombre, celle-là faut qu'elle ait ci, celle-là faut qu'elle ait ça, machin, on se retrouve à faire des tas de variantes qui elles-mêmes peuvent avoir des problèmes de spécificité, d'ordre et tout, enfin c'est encore plus le bordel. Donc finalement c'est assez maintenable, et plus que ce qu'on a pu voir avant. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arraché les cheveux à comprendre qui était appliqué dans quel ordre quand vous faites plusieurs variantes sur un même élément. Vous avez la carte urgent, la carte currente, qui ont chacun un background différent. En fonction de l'ordre du source ou de l'ordre de la propriété, c'est parce qu'il faut se rappeler que c'est du coup l'ordre dans le HTML qui prend. Mais ouais, si les différentes classes ont les mêmes propriétés et qu'elles s'écrasent les unes les autres, on peut zigouiller un design en inversant deux classes HTML, ce qui n'est pas pratique. Et comme c'est super dur à faire des tests de non-régression, alors il y a probablement des outils mieux maintenant pour le faire, mais là où en dev back-end classique, faire des tests unitaires, ça va, sur du front, c'est un peu plus complexe. Donc, du coup, si on peut éviter les régressions, c'est quand même bien pratique.
Et alors un argument massu, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, d'accord. Donc ça, c'est un truc qu'on a vu pas mal sur Twitter au début. Alors j'en ai recopié 2-3 que je trouve assez marrants. Je sais pas si on arrive à les lire d'ici, ouais, si ça va. Alors, donc des gens comme Dave Shee, Aaron Gustafson, Jeffrey Zellman, je crois, qui ont écrit des bouquins, c'est des gros pontes du CSS depuis des lustres, qui voient ça et qui disent j'ai vomi, c'est la pire idée. Enfin bon, voilà, visiblement, on a touché une corde un peu sensible. Une espèce de chasse gardée, je sais pas, faut pas faire comme ça. Moi, c'est un truc qui me gêne un petit peu, le côté où il y a une espèce d'expert qui arrive, qui s'impose et qui dit non. Pourquoi pas, enfin, si ça marche, voilà, il y a probablement des bonnes raisons. Et il y a une belle réponse, je trouve, encore d'une autre personne, je sais plein de gens, alors je sais plus qui c'est, mais qui disait que plutôt que de commencer par penser que les gens sont idiots, ignorants et qui font des erreurs, on ferait mieux de penser qu'ils sont intelligents, qu'ils font de leur mieux et que juste vous n'avez pas le contexte. Et je trouvais que ça s'appliquait assez bien dans ce cas-là. Au-delà du fait que les gens sur la gauche vendent des bouquins depuis des années, peut-être que ça a une raison sur la teneur du discours, je ne sais pas, mais enfin voilà, les réactions sont assez épidermiques quand même, et alors que ça reste une technique comme une autre, et si ça convient pas, ben faites autrement, c'est pas grave en fait. Si je peux juste ajouter, si tu veux remettre ce qui est intéressant de voir, c'est que d'autant plus sur Twitter où on a des messages très courts, là c'est complètement des arguments d'autorité. C'est-à-dire qu'ils sont connus, ils disent ils sont pas d'accord, bah voilà, ça doit suffire. Quand on va lire un petit peu la justification de Zellman, par exemple, qui est vraiment un gars très connu depuis des années, son grief par rapport à cette nouvelle technique-là, c'est de dire oui, mais moi j'ai connu avant, au début de l'internet, des gens qui faisaient n'importe quoi avec leur base de code, et même sur les gros sites c'était impossible à maintenir. Il ne s'est pas du tout posé la question si maintenant les méthodes avaient évolué, les gens étaient plus professionnels, il y a beaucoup plus de ressources pour savoir faire du travail correct. Voilà, donc il est vraiment resté sur sa chasse gardée de dire c'est ma méthode avec laquelle je vends mes bouquins et mes formations qui est la meilleure, quoi. Voilà. Et alors un autre reproche, oui, sur le poids. Alors ça, pour le coup, ça s'entend. C'est même assez important, c'est que si on veut couvrir tous les cas d'utilitaire, il y a des tonnes de choses à générer. Par exemple, si je prends juste des marges, par exemple, juste des margines. Entre le top, gauche, droite, déjà j'en ai 4, fois une échelle de 5 ou 10 tailles, fois le responsive, fois... Enfin voilà, juste pour des margines, on peut arriver à, je sais pas, je veux dire 100 classes, j'en sais rien, bon, disons ça. Quand on met derrière... Voilà, plusieurs dizaines de kilos. Quand on met derrière les paddings, tout ce qu'il faut, les couleurs, les machins, on arrive, par exemple, Tailwind, l'outil dont on va parler plus tard, lui, de base, quand on l'installe, il fait 600 kilooctets. Même gzip, c'est un peu violent quand même, surtout qu'on ne se sert pas de tout. Par contre, en général, les outils proposent de la config, forcément, parce que on n'utilise pas tout, donc ils permettent de choisir que les marges, les couleurs, les choses comme ça qu'on va utiliser. Et donc Tailwind il redescend à peu près 100 kg quand on a fait un peu le ménage. Et avec des outils comme Purge CSS, on peut arriver à 20. C'est-à-dire que là, ils vont analyser toutes les templates de l'appli et ils vont dans le CSS virer tout ce qui réellement ne sert pas. Et en fait, on se rend compte qu'il reste très très peu de choses, quoi. Alors, il y a un truc sur lequel nous, on a eu un petit point de... je dirais un souci. Par exemple, sur des CMS comme WordPress, où on va utiliser des champs de contenu qui sont paramétrables, c'est-à-dire que les gens en back-end vont pouvoir éventuellement aller remplir un texte, et puis peut-être ils ont un champ en dessous, ils peuvent indiquer certaines classes CSS pour le styler d'une telle ou telle manière. Là, Purge CSS, ça marche plus parce que ça veut dire que potentiellement dans la base de données du CMS, il va y avoir des classes qu'il ne va pas trouver, donc il va les éjecter au coup de Purge CSS et ça ne fonctionnera plus après. Donc voilà, dans ce cas-là, on n'a pas pu facilement... Il y aurait des techniques, mais c'est un peu compliqué, donc on ne l'a pas fait. Et il y a un autre truc, c'est si... Des fois, on retrouve ça dans du code, d'aller concaténer des noms de classes pour, par exemple, je sais pas, moi, on va mettre
margin dans une variable, et puis après on va faire un tableau avec toutes les tailles, XS, XM, machin, et on va générer à la volée des classes. Là, comme c'est du code dynamique, c'est pareil, Purge CSS va pas le voir. Ça, j'entends, c'est-à-dire que c'est moins grave, parce qu'en soi, d'aller concaténer des trucs, ça me paraît pas forcément être je vais faire mon Zellman un petit peu, une super pratique, donc le faites pas. Non, parce qu'en fait, c'est principalement, ça empêche de rechercher, remplacer, déjà tout bêtement, ou de voir où c'est utilisé, voilà. Donc ça peut paraître pratique de se dire, je vais éviter de recopier margin, sauf qu'en fait, après, on s'en mord les doigts parce qu'on retrouve pas où c'est. Donc en soi, c'est pas très grave. Encore, j'ai des tas de reproches en fait. Oui, les utilitaires devraient être utilisés en complément de composants. Bah oui, oui, allez-y. Hein. On a dit utility first, pas only. Donc si vous voulez faire des composants, utiliser des composants, faire du CSS comme d'habitude et vous servir que des utilitaires, ça marche en fait. Voilà, c'est pas, vous avez le droit. Hein. Le seul truc qui est bien, c'est qu'on peut, ce que je mettais, on peut garder la capacité d'abstraction quand il y a besoin. Mais on peut du coup se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer un composant? Voilà, c'est vraiment la question sur laquelle revenir, et surtout je sais avec Pierre-Emmanuel qu'en fait nous en tout cas on en crée assez rarement finalement. J'ai encore un reproche, c'est terrible. C'est le dernier, ça rend le redesign ou le theming ingérable. Alors oui, c'est vrai, pour le coup, c'est celui que je trouve le plus pertinent dans toute la liste. C'est que, alors on peut le faire, hein, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas la technique de CSS qui est la plus simple, parce que, bah, évidemment, si on a rempli partout dans son code text-red, le jour où on veut le passer en bleu, c'est un peu chiant. Alors on peut utiliser des noms entre guillemets sémantiques pour pas vexer les gens du sémantique. C'est-à-dire que des fois, dans certains frameworks, ils ont des échelles qui vont être indiquées en pixels. Par exemple, ça va être margin bottom 5 pixels. Bon, sauf que si on veut que ça fasse 6, ça marche plus. Donc on va utiliser des échelles de noms. XS, SM, ça permet d'ajuster les valeurs sans toucher le code derrière. On peut faire des variantes qu'on va mettre sur le body, par exemple dark ou light, utiliser variable CSS, faire des alias par exemple pour les couleurs. Au lieu d'utiliser text thread dans son code, on met text primary et puis on le apply, là on va le voir après. C'est ce qui sert à réutiliser des classes. Donc en gros, on peut le faire, c'est pas le plus pratique. La question c'est faut-il le faire encore une fois, parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'ai jamais vu un redesign même partiel où on touchait pas au template. Donc ça marche très bien pour le CSS Zen Garden, mais ça me paraît être plus une expérience de pensée qu'un réel projet, un réel besoin. Alors, je veux juste préciser, là, si tu veux laisser, qu'il faut bien voir que même si quand on fait le text primary, même si on réutilise une classe qui existe déjà, donc on recompose avec des composants qui viennent toujours du framework, on rajoute du poids. Bon, c'est pas grand-chose, mais par praticité de nommage, en fait, on a rajouté du CSS là. Voilà. Ça dépend, parce que je suis pas sûr que si tu n'as jamais mis TextBlue quelque part, au moment où avec le pur, je pense qu'il te le vire. Moi, je suis pas sûr, mais il faut voir. Il y a aucun défaut, c'est génial ce truc. Et donc, est-ce que c'est lisible? Pas vraiment. C'est une liste de différents frameworks CSS qu'on a trouvé. Ils ont fait une espèce de, je crois que c'est le State of CSS, un truc comme ça, une étude. Ils envoient une sorte de mailing à plein de développeurs qui veulent venir répondre pour analyser un peu ce qui se fait dans les outils. Alors, ça reste des questions posées à des gens forcément un peu intéressés, biaisés, donc je ne sais pas la vraie valeur que ça a, mais c'est quand même intéressant de voir que sur certains comme Bootstrap et Foundation, tout le monde connaît, mais il y a assez peu de gens qui en sont contents. Bon, après les développeurs sont rarement contents, mais sauf de leur propre code. Mais et à l'inverse, des choses comme Tailwind, il y a Tachyon aussi qui est un peu connu. Pure CSS, Bulma, voilà, ça. Donc on commence quand même à avoir une espèce de tendance où probablement qu'en fait à l'usage les gens se disent, moi à chaque fois que j'ai entendu parler c'était, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça nul, j'ai testé, j'adore. C'est à peu près les différentes étapes. Donc ça, si vous voulez retrouver les noms, on mettra les slides en ligne hein, de toute façon. Et enfin, je vais te redonner un peu la parole parce que j'arrête pas de parler. Pourquoi a-t-on choisi, parce que dans toute cette liste-là, il a bien fallu en choisir un. À un moment, il faut se décider. Pourquoi celui-là? Alors déjà, il permet, comme on a vu tout à l'heure, d'extraire des composants pour en faire un nouveau en utilisant le apply. Là.
Moi, je trouve que on l'utilise quand c'est vraiment justifié, c'est-à-dire qu'un bouton, là, ça peut se comprendre, mais dans des tas de code qui a l'air dupliqué, on va quand même préférer le laisser sous forme de classe composée comme ça, parce que je trouve qu'en le lisant, juste en lisant les classes, on se rend compte intuitivement du rendu, à peu près, qu'il aura sur la page. Alors, je ne sais pas si ça vous le fait, mais avec un peu d'habitude, en fait, on a l'impression de lire dans la matrice. On voit en lisant les classes. Donc, en faisant cette composition, du coup, on perd l'intuition et on retombe sur les problèmes des nommages sémantiques qu'on avait tout à l'heure. En faisant ça, on risque aussi l'optimisation prématurée, ce qu'on disait tout à l'heure, comme dans n'importe quel autre langage de programmation. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, effectivement, ils ont l'air très similaires, donc je vais les factoriser tout de suite. Alors que, au fur et à mesure de la vie du projet, on va forcément avoir des variations parce que un bouton, par exemple, il va toujours être dans un contexte. Donc, par exemple, dans une carte, il va rendre correctement avec le réglage de base, mais dès qu'il va être sur un grand panneau, il va plus rendre bien parce qu'il va paraître tout petit, donc il faudra le modifier à cet endroit-là. Donc, faut pas aller trop vite dans la factorisation des classes, parce que sinon, on est obligé d'annuler derrière. Par contre, c'est pratique que ça existe, quand même, justement, pour les boutons. Ouais. Et alors, il y en a qui ne permettent pas de le faire, ou pas facilement. Donc, du coup, quand on en a besoin, pour le coup, c'est pas pratique parce que on est obligé de se débrouiller pour le faire. Alors, on peut passer, par exemple, si on a que ce soit une appli front ou back, d'ailleurs, peu importe, mais par une espèce de, on va du coup créer une template button dans laquelle on va aller ranger les classes et au lieu d'appeler un tag et de lui mettre ses classes, on va appeler la template qui contient les... Donc voilà, c'est une autre technique pour faire en fait la même chose. C'est juste assez pratique de pouvoir le faire dans le CSS, ça nous a bien plu. Donc, c'est d'ailleurs la technique qu'on a appliquée dans nous, on a un thème sur mesure WordPress qu'on décline pour tous nos clients. Et on a fait le choix justement de ne pas composer les classes qu'on utilise, mais de factoriser sous forme de composants PHP, dans lequel il y a toujours les classes qui sont écrites dans le tag utilisé. Parce qu'on sait bien qu'à force, on va forcément devoir faire des variations et ça ne sert à rien de factoriser trop tôt. Voilà. Par contre, quand on est sur des équipes un peu hétérogènes, où il n'y a pas les mêmes niveaux, pas les mêmes degrés de compétences en mise en page, etc., du coup on gagne en homogénéité. C'est-à-dire que le développeur qui n'est pas trop habitué, on va lui dire là tu dois faire un bouton, tu mets la classe button, tu ne te poses pas la question du nombre de classes qu'il faut enchaîner pour que ça ait l'air d'un bouton comme sur les autres pages. Voilà. Alors c'est facilement extensible, Tailwind. Donc il y a des tas de projets sur GitHub qui permettent d'étendre les fonctionnalités de base, qui sont volontairement relativement restreintes. Donc on peut ajouter les animations, les transforms, les formulaires. L'avantage c'est que comme c'est écrit en JavaScript, on peut le partager entre projets en publiant un autre module, par exemple. Bon, nous on le fait pas, mais c'est possible. Puis le fait que ce soit en JS, maintenant on le retrouve à peu près dans tous les projets. De toute façon, dès qu'il y a du front, c'est de facto, ça s'est imposé. Donc nous, ça nous permettait aussi, par exemple, SAS avant, maintenant c'est plus vrai, je crois, mais avant c'était en Ruby. Donc c'est-à-dire qu'il fallait avoir le préprocesseur SAS d'installer, donc installer Ruby, c'est chiant quand même. C'est une fois sur deux, ça marche pas. Parfois c'est compliqué. Alors que là, on récupère tous les avantages d'un build front qu'on peut avoir avec Webpack. Ou bon, après Webpack c'est pas forcément le plus simple de base, mais c'est assez puissant. Donc il y a des projets qui sont montés par dessus. Nous on utilise Laravel, Elixir, oui c'est ça. Oui c'est plus Mix et Elixir, ou c'est Mix et plus Elixir, je sais plus lequel des deux. Mais qui permet dans un petit fichier de manifeste qui est assez court, de dire mes JS sont là, tu les mets là, mes CSS sont là, tu les mets là et tu les passes là-dedans et c'est tout. Voilà, sans s'embêter avec Webpack, ce qui m'arrange bien. Ce qui fait que, en fait, c'est assez facilement trans-langage, parce nous on l'utilise, du coup, tu disais sur des WordPress. Parce que simplement on va lui dire d'aller sortir le CSS et le JS à l'endroit où WordPress le veut, et puis voilà, ça fonctionne. Ça va s'utiliser aussi sur des frameworks comme Rails, comme Symfony, avec leur, je sais plus comment il s'appelle, l'asset pipeline, là, avec probablement Laravel. Enfin, en gros, n'importe quel projet un peu moderne qui a un build en JS, on colle ça dedans, ça fonctionne. Et du coup, on peut transférer les compétences et réutiliser quel que soit le projet, et ça, c'est vachement pratique. C'était l'aparté JavaScript. Donc c'est très facilement configurable. Ils ont pris le même parti, la même orientation que le dernier Bootstrap, c'est-à-dire qu'ils ont tout
tout condensé dans un fichier de config qui est très bien documenté avec tout ce qu'il faut dedans. À la différence de Bootstrap, c'est que même en ayant extrait les configs, il y a un parti pris graphique assez fort chez les autres frameworks. Là, il n'y a vraiment aucun parti pris. C'est à vous de définir tout dans votre config. Donc, en contrôlant finement toutes les choses qui sont déclarées dans la config, vous pouvez réduire énormément le code final de la CSS pour n'utiliser que des classes qui seront vraiment utilisées. Lui aussi, il est écrit en JavaScript, donc ça permet de générer, si on veut, nous on le fait pas, mais ça pourrait permettre de générer automatiquement un style guide basique où on verrait toutes les variantes de couleurs et toutes les classes à notre disposition avec un petit aperçu en bouclant juste sur la config comme ça. Alors surtout, un des plus gros points forts de Tailwind, mais qui est sûrement valable dans plein d'autres outils, c'est que sa doc, elle est excellente. Elle est extrêmement claire, très fournie, très bien mise à jour, et c'est très facile de s'y retrouver dedans. C'est-à-dire que le moteur de recherche est très pointu, et c'est vraiment un plaisir à utiliser. Là, on le voit pas très bien, mais ils ont utilisé Algolia pour la recherche, donc c'est quasi instantané. On tape un truc, on sait pas comment faire des borders, on tape border, on a toute la référence. Il y a des exemples, alors là, on les voit pas super bien non plus, mais en fait, les espèces de pixels moches, là, c'est censé être des breakpoints. Donc on voit smartphone, tablette, voilà, donc on se dit, on clique dessus et le code en dessous change pour nous donner l'exemple. Il y a aussi de la doc... par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait d'aller composer par programmatiquement des noms de classes, en fait ça vient de la doc de Tailwind, j'avais pas forcément pensé à ça, qui explique que pour bien utiliser Purge CSS, il vaut mieux faire comme ça pour les noms de classes, ils expliquent, ils donnent des exemples, ils ont vraiment mis un gros accent sur la doc, et dès qu'on est à plus de... Déjà, 1 tout seul, c'est déjà vachement bien. Et dès qu'on est à plus de 1, c'est juste énorme de savoir qu'on n'a pas besoin d'écrire tout ça, que c'est à jour, c'est super bien fait. Je crois que c'est le plus gros point qui nous a fait se dire on prend celui-là, parce que la doc est vraiment super. Si vous avez une doc à rédiger, ne serait-ce d'aller la regarder pour voir comment c'est fichu, c'est vachement bien. Et voilà, on va arriver au retour d'expérience. C'est moi. Bon, alors c'est moi. Donc, alors tout ça. Donc en fait, nous on avait, comme je disais, pour récapituler vite fait, on était passé un peu par toutes les étapes. On avait Inuit, on est passé sur Tailwind depuis, je sais pas, 6 mois peut-être. Bon, je vais dire 6 mois, un peu, voilà. Peut-être un an, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce qu'on a pu observer? Alors déjà, suppression de la dette technique CSS. Oui, alors ça c'est vachement bien. On a quasiment plus de dette technique CSS vu qu'on n'en écrit plus. Ça c'est super pratique. On n'a rien à maintenir. En plus, le framework, il est assez stable. Donc, il est passé en version 1 il n'y a pas longtemps. On l'utilisait un petit peu avant, mais le gars, il a un souci de la rétrocompatibilité et de se dire si je pète des trucs, ça va ennuyer tout le monde. Donc du coup, il fait vachement attention à ça. Et la mise à jour en 1.0, à part mettre 1.0 dans le package JSON, l'installer, et peut-être on a changé 2 trucs, mais enfin voilà, ça y est, quasiment rien à changer. Donc on a plus ce côté où il fallait repasser sur des anciens projets, c'était un peu pénible. L'onboarding rapide, ça on l'a vu, même chez les non-intégrateurs, ça a permis, on le faisait déjà, mais c'est, je dirais, encore plus simple pour les gens qui aujourd'hui sont pas dev front, d'aller monter un template. Et d'être content parce qu'ils n'ont pas fait un truc nul. Et ça, c'est quand même vachement sympa. De se dire, j'y connais rien, mais j'ai fait un truc bien. Limite, ça me plaît, quoi. C'est assez intéressant. Et puis en plus, du coup, les gens peuvent se parler entre eux, parce qu'ils se demandent... On peut aller facilement demander à quelqu'un, tiens, toi, t'es plus front, t'as un conseil, là, j'ai ça à faire, comment je fais? Il y a moins de bagages à passer sur la connaissance du CSS en lui-même pour transmettre. On a moins d'inquiétude si on repasse sur un site où on doit retoucher au front, comme il n'y a quasiment pas de code, c'est pas très compliqué. Et enfin, on peut réagir aux demandes, parce que là, il y a une presse que j'avais vue en ligne, je pourrais mettre le lien, où on voyait le gars qui faisait une vidéo un peu en accéléré. Il a un HTML du coup blanc avec rien, un Photoshop à côté, et il touche juste à champ HTML, il remplit, et on voit la page se construire en direct en 5-10 minutes. Il a fait une page juste en rajoutant des classes. Et c'est vraiment ça, parce que là, aujourd'hui, on demande faut changer un truc.
Avant, on aurait pu se dire, il faut rouvrir le CSS, comment on fait? Est-ce que je recrée une classe? Est-ce que je le nomme? Comment je le nomme? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce que je pète un truc? Là, non, on ouvre le template, on change, fini, voilà, pas de problème. C'est extrêmement pratique. Plus que la télécommande qui s'arrête. Allez, voilà. Alors Touch ID, ça marche aussi bien que le CSS. Voilà. Hop. Alors les 3 derniers points, donc on a aussi constaté que, enfin, là c'est en dehors du technique, vraiment du choix de l'outil, etc. Ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est de savoir s'adapter aux évolutions de l'équipe, parce que c'est quand même ça le plus important, c'est les gens qui viennent, qui partent, qui montent en compétences, etc. Et le métier, donc les outils qui évoluent, hein, donc il y a Tailwind là, qui est apparu et qui a un projet très suivi, avec beaucoup de collaborateurs, etc. Donc faut savoir suivre tout ça. Mais il faut rester prudent face aux bonnes pratiques des soi-disant gourous qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire les gens qui sont les experts. Il ne faut pas mettre en doute leur expertise, mais ils ont acquis une stature où ils doivent vendre leurs bouquins, leurs formations, donc ils vont forcément avoir un avis qui va se figer dans la méthode qui prodigue. Donc faut se méfier de ça. Et puis il faut garder un esprit critique sur les outils. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'un outil sort demain et qu'il est absolument parfait sur tous les plans qu'il faut l'adopter tout de suite. Il faut bien réfléchir à est-ce que mon équipe elle va pas galérer parce que la doc est un peu compliquée ou en fait ça fait 30 projets qu'on vient de faire avec l'autre technique et celle-là change complètement. Donc même si c'est beaucoup mieux, il faut quand même se poser la question du coût que ça va engendrer de passer sur un nouveau truc. Donc nous on est passé de ces étapes-là toujours en se posant la question est-ce que ça va vraiment être mieux après, donc en le testant, etc. Et toujours en embarquant tout le monde en se posant les questions sur la transition, quoi. Donc c'est pas négligeable. Il faut pas tomber dans le côté c'est un outil à la mode, on va tout de suite basculer parce que ça a l'air génial, faut faire attention. Voilà. Ouais, c'est important, je pense, de se dire si on change, on sait pourquoi on change. C'est-à-dire j'ai eu le problème et donc je change. Je change pas parce qu'on m'a dit que c'était mieux. C'est bien de le vérifier. C'est assez facile de vouloir avoir envie d'essayer des trucs et de toujours un peu à l'affût des nouvelles choses, mais de bien réfléchir à pourquoi on fait les choses, ou et pourquoi on les fait pas aussi, des fois. Et c'est fini. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des questions. On publiera aussi un article pour résumer un peu tout ça en texte où je rajouterai des liens, un peu plus de liens à l'intérieur. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions diverses et variées. Oui, déjà très, très belle présentation, merci beaucoup. Moi j'avais la question, c'est un peu 2 questions en même temps, c'est quel projet, quelle équipe, dans le sens où si par exemple c'est un gros projet avec un graphiste et du coup il a déjà fait toutes ses maquettes, etc. Notamment avec, c'était le but de l'Atomic Design, c'est qu'on puisse par exemple prendre tous les composants qu'avait fait le graphiste et un peu faire du copier-coller de la maquette avec du Zeppelin par exemple. Est-ce qu'on galère pas un peu au début? C'est un peu la question que je vais te poser en fait, Pierre-Emmanuel. Est-ce que tu galères pas, si c'est un gros projet, à reprendre toute la DA et à refaire toutes tes classes qui vont être en fait custom avec Tailwind CSS, à les refaire toutes? Et aussi, au final, s'il y a un développeur back par exemple et qu'on n'a rien à foutre du CSS, comme la plupart des développeurs back, au final, s'il doit se palucher toute la doc de Tailwind, ça va pas le saouler aussi, alors que quand tu es dans du orienté composant, au final, tu as moins de doc à suivre, vu que tu prends des primary et des marches grandes ou petites, et voilà quoi. Alors, sur la partie intégration d'un gros design qui a déjà été prévu, etc., tu peux le faire avec cet outil-là aussi vite qu'avec n'importe quel autre, en fait, parce que tu composes ce que tu vois visuellement, tu le retranscris avec tes petites classes utilitaires. Donc, je pense que c'est même encore plus rapide de faire juste en utilisant que les petites classes utilitaires et en faisant ton petit mur de Lego, plutôt que pour chacun commencer à penser à un nom
d'éléments, de voir si tu fais pas trop d'imbrication pour bien nommer toutes les choses, etc. Donc c'est même encore plus long de faire avec des méthodes type OSCSS ou des choses comme ça. Après, sur l'autre question, c'était quoi déjà? Excuse-moi. C'était par rapport au développeur back qui avait la flemme. Ah, au développeur back, oui. Et ben, justement, déjà, la doc est extrêmement bien faite, donc il peut trouver quand même assez rapidement ce qu'il veut. D'autre part, si ça le fait vraiment, si ça l'embête vraiment, il peut toujours discuter avec son intégrateur et puis le commencer avec lui, au moins pour les classes les plus courantes. Et surtout quand tu regardes la façon de nommer les classes dans Tailwind, et c'est une vraie concern, je sais pas comment dire, c'est un vrai souci du concepteur de Tailwind. Il veut absolument que tout soit nommé de manière intuitive. Et la plupart des changements qu'il y a eu entre la version d'avant, le 1.0 et la 1, c'était justement sur des noms de configuration, de classes, qui rendaient le plus intuitif possible pour les non-intégrateurs. Donc quand tu lis la doc et que tu vois les exemples, tu te rends tout de suite compte que tu vas pouvoir facilement monter une page, même si tu n'es pas intégrateur. Après, ce qui se passe dans une équipe où il y a vraiment plusieurs personnes qui sont amenées à faire des templates, c'est que tu vas mettre en place un style guide, peut-être qui va être lui-même construit avec toutes les classes possibles, et du coup le développeur back va pouvoir se référer à des composants qui ont déjà été montés par des intégrateurs. Et il aura juste à recopier la suite de classes qui va faire tel ou tel rendu dans son code à lui, quoi. Voilà. Alors juste, si j'avais cru comprendre, tu as parlé de Atomic Design, je crois, c'est ça? Ouais, enfin, c'est... C'est-à-dire que tu pensais à un cas où la personne qui a fait le design a déjà aussi fait du code, en fait, que tu réutilises ou... Pas forcément. Nous, notre graphiste, par exemple, elle nous fait un style guide graphique. Et par exemple, tu vois, avec Zeppelin, tu as juste à recopier quasiment le CSS et tu fais... Ah bah, si le code il est fait, tu le prends, enfin, dire il est fait, tu vas pas t'amuser à le refaire pour le coup. Après, tu peux, si tu as envie de changer, par exemple, un des gars dans une presse que j'ai vu, lui il disait, il a voulu pour voir, en gros ils utilisaient, je sais plus quoi, enfin il avait fait un peu à la main, il a voulu tester Tachyon. Et pendant ses vacances, bon il travaille pendant ses vacances, chacun son truc, mais il a commencé à essayer Tachyon en ajoutant des utilitaires, des choses comme ça au design existant, et petit à petit à supprimer du code qui servait plus. Il a commencé comme ça. Et après, il a fini par dire bon allez, je vire tout et je passe juste par Tachyon. Et en fait en 2 semaines il a refait le design complet. Il l'a remis en prod en revenant de vacances. Donc c'est pas forcément super long de tout mettre par terre et de recommencer de zéro. Après, il faut avoir envie, il faut avoir le temps. Là, il l'a fait à côté. Clairement, si tu as des trucs à intégrer, que tu as le code, tu vas pas t'amuser à aller refaire encore autre chose par-dessus parce que tu es venu ce soir et qu'on t'a dit que c'était génial, quoi. Sinon, ça va être un peu compliqué. Mais rien n'empêche d'essayer, quoi. C'est pas incompatible en plus. Enfin, c'était surtout du coup la question. Si tu as déjà un DA, etc., c'est mieux de... Enfin, c'est plus pour les petits projets, du coup, Tailwind CSS, j'imagine. Bah non, pas du tout. Nous, on s'en sert sur des petits, on s'en sert sur des très gros. Enfin, après, ça dépend. Les graphistes, y en a qui vont te donner des maquettes complètes, il y en a qui vont te donner des style guides. Enfin, peu importe. Après, tu montes ton truc. Après, ton projet qui est, je sais pas moi, 400 templates ou 12... une fois que tu as ton CSS qui est configuré comme il faut, que tu mets tes classes, éventuellement tu as tes composants. Enfin, ouais, ou alors j'ai pas compris la question, mais non, ça marche aussi avec des gros, hein. Ça marche bien. Qui connaît Tailwind CSS dans la salle là? Vous l'avez utilisé ou juste testé comme ça? Vous l'utilisez, ouais. J'invite les autres à aller voir la doc et juste parcourir un peu pour voir à quel point les noms de classes ont été conçus intuitivement. C'est-à-dire que vraiment c'est hyper lisible. Les seules classes qui ont été vraiment les plus abrégées, c'est les plus courantes, c'est-à-dire les paddings et les margins. Donc vous savez que M c'est margin, le P c'est padding. Tout le reste, c'est un peu plus long que dans certains autres outils, mais c'est hyper lisible. Et donc je vous invite vraiment à tester ce truc-là parce que vous allez voir que vous allez plus écrire une seule ligne de CSS custom en fait. Juste le temps que le micro passe, j'en pense. Ça me fait penser, je voulais en parler, même si j'y connais pas grand-chose. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de CSS in JS? Le fait de faire du CSS dans le JS qui apparemment fait râler plein de gens. Enfin, pour moi, c'est un peu la même approche de se dire j'ai un problème, c'est pas orthodoxe, mais c'est pas grave, ça marche.
Et pourquoi ne pas l'utiliser? Ça me résout des trucs et c'est un peu et d'ailleurs c'est un peu la même idée d'aller isoler des choses dans des composants pour pas péter à côté. Et en ça, je trouve ça intéressant, ne serait-ce que le simple fait de se dire ça résout mon problème, ça fonctionne, pourquoi pas, voilà. Et peu importe ce qu'en disent les grands pontes. Et alors, il y avait du coup une question de moi Mathieu. j'ai une question, c'est par rapport à Bootstrap, les dernières versions sont quand même vachement bien faites, je trouve. Pourquoi est-ce que... Enfin, quels seraient tes arguments, parce que vous en avez parlé rapidement, mais pour être plus concis, quels sont pour toi les gros avantages de Tailwind par rapport à Bootstrap sur la dernière version? Sur la dernière version de Bootstrap. Ouais. Y a le côté parti pris graphique de Bootstrap qui est toujours présent. C'est-à-dire que même un Bootstrap 4, tu vois tout de suite que c'est un Bootstrap 4, à moins que la personne ait pris énormément de temps à détricoter toute la config. Moi, je sais, j'ai eu à le faire pour du proto, donc voilà. Et alors que partir avec les petits blocs de Lego impersonnels de Tailwind, ça va, tu gagnes du temps en fait, puisque tu n'as pas à personnaliser tous ces trucs-là. Quel autre gros point on pourrait voir? Pour le coup, Bootstrap, on s'en sert aussi. Par exemple, pour des admins ou des choses comme ça qui n'ont pas forcément besoin d'être super stylés, ou pour peu que les composants qu'il offre soient suffisants à ce qu'il faut faire. Il y a des projets où on l'a mis parce que tu l'installes, ça marche, t'en parles plus et tu gagnes un temps fou. Donc ça, c'est bien pour le front, pour moi, quand tu as vraiment besoin de customiser et de faire un truc pile poil comme il faut. Mais si Bootstrap te convient, prends Bootstrap, ça marche, quoi. Donc voilà, ça dépend. Voilà. Alors après, je ne sais plus comment s'intégrer Bootstrap dans notre workflow front. Je ne sais pas comment il optimise la CSS finale. Ça peut peut-être être un peu mastoc aussi, hein, celle de Bootstrap. Et je ne sais pas pour le coup si juste avec la config, tu as moyen de désactiver tous les composants dont tu te sers pas, notamment les variations responsives, etc. Je ne sais pas si tu peux le faire aussi finement qu'avec Tailwind. Tu vois, avec Tailwind, on passe de 600 kg de base à 100 kg sur les projets les plus courants. Et si on optimise, on peut descendre encore plus le poids final. Donc voilà. Après, je pense que tu peux aussi passer du purge CSS sur un Bootstrap compilé pour enlever les classes qui ne servent pas. Et là, du coup, tu te retrouves avec des poids tout à fait raisonnables. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je voulais surtout vous parler de tout ce qui est courbe d'apprentissage, parce que j'ai un peu testé Tailwind, et en fait, c'est le principal reproche que je lui ai fait, c'était que c'était quand même beaucoup plus compliqué à aborder que par rapport à un Bootstrap ou un Bulma. Enfin, j'ai trouvé qu'il fallait quand même un peu plus de rigueur, un peu plus de temps pour arriver vraiment à maîtriser des choses que finalement, dans ces autres frameworks CSS, on a juste, qui sont beaucoup plus faciles en fait à mettre en place sur le framework CSS. Est-ce que vous avez pas eu des problèmes comme ça? Est-ce que ça a pris aussi plus de temps ou c'est juste moi qui est nul? C'est juste voilà. Alors c'est vrai que le Bootstrap, il est vendu pour ça, c'est-à-dire qu'il a des composants préfabriqués que tu utilises comme ça juste en recopiant ce qu'il te donne. Donc c'est plus rapide au départ, mais avec tous ces partis pris qu'il prend à ta place, du coup, si tu veux adapter ton design, tu es obligé de détricoter des tas de choses. Et je pense que tu passes plus de temps à comprendre l'impact de telle ou telle ligne de config dans le Bootstrap que d'apprendre à maîtriser le nom des petites briques de Lego de Tailwind pour les construire à la main, je pense. Après, je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé à apprendre cet outil-là, mais Tailwind a aussi, dans sa doc, passé son temps à enrichir chaque classe avec des tas d'exemples, avec les déclinaisons responsives, avec des utilisations dans plusieurs contextes, etc. Donc je pense que tu gagnes ton temps au final à prendre un peu plus de temps à maîtriser toutes ces classes, plutôt que de toujours essayer de détricoter un bootstrap sur lequel tu vas devoir intervenir sur le style en profondeur. Voilà. D'accord, ok. Parce que c'était vraiment plus dans le sens, est-ce qu'on arrive vraiment à chaque fois à réécrire facilement des composants plutôt où on doit vraiment relire tout le temps la doc en permanence pour écrire juste un petit bout, un bouton, quoi. Une fois que tu commences à maîtriser ne serait-ce que les paddings, les margins, les borders, tu peux déjà avoir rapidement un aperçu de tes composants. Après, pour affiner, si tu dois mettre du drop shadow, des transforms, des trucs comme ça, là, il faut passer un peu plus de temps. Là où dans Bootstrap, tu auras déjà un composant tout préfet avec la drop shadow qui se bouge over, etc. Mais encore une fois, si tu le mets tel quel sur un site, tout de suite la personne va te dire ah bah oui, tu as pris Bootstrap. Parce qu'ils vont tous se ressembler, ils sont tous préfets pareil. Et si tu veux faire l'inverse,
tu vas plus passer ton temps à détricoter ça que assembler des trucs, qui est quand même plus ludique, je trouve. Voilà. Ok, merci. Du coup, c'est plus pour réagir par rapport à ce qu'il disait sur l'expérience, par rapport à la composabilité les classes CSS de Tailwind. C'est plus pour argumenter la learning curve, comme tu disais. Si tu as un minimum de base en CSS, en fait, Adam, il a composé, créé ses classes vraiment sur une combinaison de règles CSS. Donc en fait, au fur et à mesure, quand tu comprends son cheminement de création de classe, tu vas être capable tout de suite de se dire, bon bah là, je veux un border, je veux customiser le radius, ben tu as un border-radius, son échelle. Et en fait, comme ça, au fur et à mesure, c'est quasi intuitif sur comment est-ce que tu veux pousser tiens, j'ai besoin de faire ça. Bon, par rapport aux exemples que j'ai eus, tu peux quasiment le deviner. Donc après, faut pratiquer un petit peu, mais je trouve que ça vient tout seul. Ouais. Et moi, je préfère passer mon temps à faire ça plutôt que d'annuler des trucs qui ont été choisis par d'autres et qui correspondent pas à ce dont j'ai besoin au moment convenu. Voilà. Et ouais, juste, je crois que tu as parlé de Bulma, non? C'est ça, j'ai entendu. Pour moi, ou ton ami derrière, ça reste un outil, hein, et on a tous nos affinités, Bon, par exemple, moi, il y a longtemps, j'ai essayé de faire du Python, c'est jamais rentré, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le Ruby, mais voilà, c'est tout. Comme il y a des gens qui sont bons en allemand, d'autres en anglais, on s'en fout. Si t'en as trouvé un, et que ça te plaît, et que ça marche, et que ça arrive à faire ce que tu veux, t'es pas obligé de changer, hein. Si t'étais pas nul, c'est juste que l'autre, il te parle plus, ça marche très bien, hein. Faut pas se mettre trop la pression non plus, hein. Du coup, bonjour, merci pour la presse. Moi, j'ai deux questions. Il y a une première, peut-être que vous pouvez peut-être pas me répondre, mais vous avez dit tout à l'heure que du coup, le Tailwind CSS avait l'avantage de faire du CSS plus petit, donc les fichiers plus rapides à télécharger, en tout cas que d'autres méthodes. Est-ce que vous avez une idée aussi de la taille supplémentaire qui ajoute au template, du coup, à l'ajout de toutes les classes, etc. J'ai l'impression que c'est quand même, ça peut être assez verbeux à la fin. Donc, En termes d'impact sur le rendu par l'analyse du navigateur. Ouais. J'ai pas d'infos là-dessus. Je pense pas que ce soit très important. Hein. En gros, si c'est ok, j'ai un petit CSS, mais j'ai un énorme HTML. En gros, je sais pas si c'est ça ta question. Ouais. On a jamais vu aucun problème. Une fois que le HTML il reste petit, il est gzip. Alors peut-être que quand on va aller fouiller loin dans les techniques de moteur, de rendu des moteurs. Oui, peut-être, mais il suffit que ton appli elle soit un peu lente et qu'elle crache une page en 150 millisecondes au lieu de 50. Voilà, ta vitesse. Il y a tellement d'autres postes d'optimisation avant de se poser la question est-ce que 10 sélecteurs dans le HTML ça va plus vite qu'un sélecteur c'est tellement minime par rapport à l'optimisation de tes images, l'optimisation de. Un truc que je fais très attention, c'est que quand tu construis tes pages avec des images qui ne sont pas encore chargées, tu vas multiplier les repaint. Tout ça, ça coûte extrêmement cher et je pense que c'est des ordres de grandeur plus importants que l'analyse de quelques classes dans des tags HTML, je pense. Yes, merci. Et du coup, j'ai une autre question, mais... et après, il y en a une là-bas. Mais vas-y, pose et puis on envoie comme ça. Du coup, c'était... Ah d'accord, vas-y, ouais, comme ça. Donc ouais, en fait, à propos de la performance, comme on a un fichier il est conséquent parce qu'il y a beaucoup de classes dedans, mais en fait, il bouge pas beaucoup. Donc il a l'avantage de pouvoir rester en cache très longtemps. Donc chez les visiteurs, ils vont pas avoir à le retélécharger à chaque fois. Ensuite, comme c'est que des classes simples qui définissent chaque élément, ça fait un index, ça fait un objet, un modèle CSS, donc CSSOM, qui est l'object model CSS, qui est assez simple à indexer pour le navigateur. Donc il l'interprète qu'une fois, et c'est plus facile au navigateur d'aller chercher les propriétés CSS par rapport à des classes que l'inverse. Donc en fait, il y a beaucoup d'avantages sur la perf, et c'est un fichier qui ne va pas bouger dans le temps. Donc par exemple, si vous faites du AMP où vous avez des contraintes de la taille de CSS à mettre, là on sait que le fichier, même si on rajoute des éléments HTML, le fichier CSS ne va pas bouger en taille. Donc ça a aussi un avantage là-dessus. Donc voilà, c'est les points sur la perf. Et du coup, pour tout ce qui est cache navigateur, temps de parsing et tout, c'est finalement même encore mieux que ce qu'on faisait avant, si je comprends ta réponse. Sur une navigation multipage, oui.
Si le CSS, on n'y touche pas une fois qu'il est téléchargé en cache, le navigateur, pardon. Oui, sur un CDN, oui, voilà, enfin, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est pas un domaine sur lequel je suis très calé, mais merci pour les éclaircissements. Et ouais, du coup, j'ai une deuxième question. Du coup, de ce que j'ai compris, vous faites quand même beaucoup de CMS, etc. Donc, avec des templates qui peuvent être en base, etc. Enfin, ce genre de choses-là. Donc, peut-être que du coup, Tailwind, ça s'adapte vachement bien à votre truc. Nous, enfin, du coup, je sais que moi, je fais pas mal j'utilise pas mal de frameworks JS, donc React ou Vue, par exemple. Et donc, du coup, qui nativement ont un scope de CSS dans les composants si on fait du style component, etc. Pour le coup, je les trouve vachement pratique et ça répond à quasiment toutes les problématiques que vous avez déjà évoquées en fait. Mais probablement que c'est pas adapté du coup pour vous vu vos technos. Mais c'était juste du coup comparativement, est-ce que Tailwind CSS pourrait être aussi bien adapté à ce genre de... Bah, tu peux le mettre dans une appli React ou Vue, c'est un package JSON, tu l'installes et au lieu d'utiliser la partie style là, dans les composants Vue ou un des milliards de plugins de style component de React quand tu as réussi à en trouver un qui te plaît, désolé. Dans ces cas-là, pour moi, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as identifié le problème d'origine, qui est de se dire quand je touche là, c'est l'autre jambe de l'autre ours qui se lève. Tu vois, ça, c'est super galère. Une fois que tu as identifié ça et que tu as une technique pour le résoudre, qui va être soit de faire du style component, après c'est du code, donc tu t'en fous. Tu peux l'extraire, tu peux l'importer, tu peux faire tous les trucs vachement bien qu'on fait avec du code. Bah, c'est pareil, ça marche. Et si ça marche, faut pas forcément. Mais pour moi, c'est le même principe. Après, des solutions, il y en a des tonnes. Et c'est notamment l'avantage quand tu fais peu que j'en connais, des frameworks front, c'est qu'ils ont ils peuvent apporter des réponses même qui vont encore plus loin. Je parlais de CSS in JS, c'est peut-être pas le nom exact, j'en sais rien, mais comme c'est du code, après tu peux même opérer carrément dessus, tu peux faire des tonnes de trucs avec. C'est même probablement l'évolution pour ceux qui vont dans le monde des applis front pur. Là, c'est très pratique pour des projets un peu plus back-end, en effet. Et quand ça nous arrive de faire du Vue, peut-être des fois en faire des trucs style, ça dépend de la personne aussi. Si la personne elle connaît bien Tailwind et que c'est elle qui le fait, peut-être qu'elle va mettre Tailwind parce que ça l'arrange et que ça marche aussi. Mais bon voilà, pour moi c'est la même philosophie, donc peut-être t'en as pas besoin, mais l'idée est là en fait, c'est le principal je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre question. Donc merci. Donc j'avais une question sur la maintenabilité donc au niveau d'équipe de développeurs. Quand il y a une liste assez longue de classes, est-ce que ça vous arrive pas d'avoir de poser des classes contradictoires et ça vous arrive pas de poser des classes contradictoires? Par exemple, il y a quelqu'un qui a déjà mis padding top quelque chose et il y a quelqu'un qui le remet un peu plus loin dans la ligne de classe. Est-ce que déjà il y a des outils de contrôle? Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir ce genre de truc? Est-ce que vous avez des règles pour définir l'ordre dans lequel vous posez vos classes? Et des fois, est-ce que vous n'avez pas des surprises parce qu'il y a une classe responsive que vous attendiez pas au bout de la liste? Alors, je crois pas qu'on ait eu le problème, parce on n'est pas à 50 non plus. On a, je crois, rarement eu des listes de classes monstrueuses dans des templates. Après, peut-être que dans ces cas-là, je sais pas moi, des fois c'est vrai quand il y en a beaucoup, de les écrire les unes au-dessus des autres plutôt que de les écrire en ligne, déjà ça facilite les diffs, ça permet de scanner visuellement et de voir éventuellement deux lignes qui seraient pareilles. Peut-être que dans l'ordre alphabétique ça peut marcher, on n'a pas d'outils automatisés pour le faire. Probablement qu'on doit pouvoir trouver des linters qui le font. Je crois que sur VS Code, me semble-t-il, qu'il y a un plugin maintenant pour Tailwind qui déjà s'intègre avec la doc. Donc pour répondre à l'autre personne là-bas qui parlait des problèmes de la doc, c'est pratique parce qu'il y a l'autocomplete avec la petite bulle qui pop qui explique tout ça. Et je crois, mais je ne suis pas sûr, que du coup lui peut peut-être détecter que le tag auquel on rajoute les classes, on l'a déjà mis, du coup il queen. Mais et au pire, alors encore pour le coup, si j'ai bien, si c'est la même, c'est pas grave. Si tu as écrasé un padding, bon oui, au pire, tu t'en rends compte, ça fait un problème, tu le supprimes. Bon, mais c'est vrai qu'on peut encore techniquement introduire des régressions. Après, il peut y avoir des outils de test de régression visuelle, plein de choses. Nous, on n'est pas allé jusque là, mais parce qu'on n'a pas eu le problème. Le jour où on aura le problème suffisamment pour se dire qu'il faut investir là-dedans, peut-être qu'on le fera, mais c'est pas encore arrivé, donc je sais pas s'il y a beaucoup d'outils là autour. Bon, non, j'ai cru, mais non, il remettait ses lunettes. Ah, il y a une question.
Non, j'ai éventuellement un petit témoignage. En fait, dans l'outil d'autocomplétion, c'est hyper pratique parce qu'effectivement, on a le nom de la classe utilitaire et on va voir dans la doc. Mais généralement, il met également le petit snippet CSS en face. Donc, on se rend compte de vraiment ce qui est ajouté par l'utilitaire et il n'y a pas de mystère, entre guillemets, comme on peut avoir sur certains outils composants qui intègrent une structure ou beaucoup de code CSS. Là, on est vraiment sur un peu du pur jus et ça peut même permettre de se former un peu au CSS parce que je vois pour la pédagogie. En voyant comment c'est fait. Exactement. C'est un des points forts aussi qui nous a bien plu sur Tailwind, c'est que l'écosystème est là. Ça, visiblement, le gars, il est assez fort en marketing développeur, on va appeler ça. Et du coup, là maintenant, ils sont en train de faire des vidéos, des cours gratuits, des trucs comme ça pour mieux apprendre à s'en servir. Et il y a des plugins, il y a de la doc, il y a plein de trucs. Donc, au bout d'un moment, quand l'écosystème est là et que ça marche bien. C'est dommage, mais par rapport à un concurrent à peu près similaire, mais où il y a vachement moins de doc et où je le trouve pas sur Stack Overflow, ça peut être vite vu. Je sais pas, ça suffit pas, mais c'est quand même un bon gros argument. Donc maintenant, il y a le tooling qui arrive dans les éditeurs, voilà, il y a plein de choses, donc c'est vachement pratique. Je sais pas si on en fera encore dans 5 ans, mais pour l'instant, celui-là est bien.